Bien, bonjour à tous dans cette semaine de la Fédération française de généalogie, ayant pour thème les archives militaires dans tous leurs états. Dans quels états ils sont? Eh bien, c'est le cas donc dans vos familles, lorsque vous trouvez des inscriptions sur certains documents qui sont affectés spécial ou section de chemin de fer de campagne. Qu'est-ce que ça peut bien être dans les chemins de fer que ces appellations donc administratives que vous trouvez dans vos textes? C'est ça. Eh bien, nous allons parler donc des chemins de fer de campagne, puisque c'est le sujet qu'on va débattre, en trois grands thèmes: les origines, l'organisation et les hommes. Et vous ne pourrez pas comprendre ce que sont les hommes sans avoir une idée des origines des chemins de fer de campagne, ainsi que l'organisation, car à chaque région, chaque section, une organisation différente. Donc, si vous cherchez un homme, ben, il faut avoir un petit peu, il faut savoir un peu connaître son déroulement, enfin sa position au sein des chemins de fer de campagne. Pourquoi les chemins de fer de campagne? Eh bien, les chemins de fer de campagne, il faut savoir que c'est Napoléon, voilà, Napoléon Bonaparte, hein, qui avait trouvé très intéressant, lors de la campagne d'Italie en 1860, en 1859, de pouvoir emmener l'ensemble de ses troupes, hein, soit 170 000 hommes, 30 000 chevaux, 30 000 chevaux, oui, 312 canons pour aller batailler contre les Autrichiens en Italie. La grande partie de son armée est passée par le col, par Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et l'école des Alpes. Lui, personnellement, il est parti par Nice et Gênes. Et les Autrichiens se sont trouvés fort dépourvus par cette arrivée massive de Français, et avec des campagnes que vous connaissez tous, surtout par le métro: Magenta, Solferino, San Martino est moins connu, mais vous avez d'autres stations de métro à Paris qui représentent donc ces combats faits par Napoléon. Ça, c'était un constat. Et c'était aussi 1859, l'année de l'ouverture de la ligne, ce qu'on appelle la ligne V, à partir de la Bastille à Paris. Et ça, c'était pour sortir ces militaires qui étaient en garnison à Paris, pour les sortir de Paris rapidement et ne pas encombrer les gares parisiennes. Et cette ligne V a toujours eu un statut particulier dans les domaines, puisque c'est le domaine privé de l'État. Donc ça correspond à une législation particulière. Arrive 70, la guerre franco-prussienne. Et là, Napoléon III a été surpris, c'est de voir qu'en moins de 15 jours, les Prussiens ont massé 300 000 hommes avec cavalerie et artillerie qui ont été mis en place entre Forbach et Wissembourg, et donc qui ont déferlé sur la France avec une rapidité dont on ne se doutait pas. D'où la présence, l'idée de savoir que le chemin de fer était une force positive, on appelle ça même la quatrième armée, pour transporter des hommes, des troupes et les munitions et la nourriture. Ça dit, 70 a été un fiasco pour la France. Et dès 72, Napoléon, non, c'était plus lui, mais c'était la création d'une commission supérieure des chemins de fer, composée de 6 généraux, de 3 représentants des ministères des travaux publics et de délégués des grandes compagnies, pour élaborer un plan de transport pour l'armée grâce au chemin de fer. Cette commission s'est réunie pendant 4 ans et a piétiné, car à la Chambre, il n'y avait que des non-bellicistes et qui étaient contre l'installation de nouveaux moyens pour l'armée. Sadi Carnot a, lui, trouvé que c'était une bonne chose, et donc on a fait des créations, donc des décrets pour les services de chemin de fer au sein des services dits de l'arrière. Donc il y a 2 services qui ont été créés: le service des chemins de fer de campagne et le service des chemins de fer et étapes. On va parler, nous, que des chemins de fer de campagne. Ce décret mettait aussi la façon de transporter les marchandises, autant les marchandises civiles
que les marchandises militaires. Et également, elle mettait en place un petit peu d'argent sur les voies pour quels étaient les différents travaux à effectuer sur les voies de chemin de fer, en particulier des raccordements ou des tronçons de lignes qui intéressaient bougrement les militaires et que les compagnies de chemin de fer de l'époque n'avaient pas envie de monnayer. Donc, on a eu un décret, vous voyez, ça s'étend, hein, du 5 février 89, qui a été modifié par le 31 juillet 1906, ça c'est des choses qu'on trouve dans le journal officiel, et cette organisation a été créée autour de 10 sections de chemin de fer de campagne. 10 sections de chemin de fer de campagne qui étaient réparties sous l'autorité ou la puissance financière des anciennes compagnies de chemin de fer. Et ces 10 sections de chemin de fer de campagne, il y avait deux qui étaient équipées par le PLM, qui fournissait les hommes, qui fournissait le matériel remorqué, les wagons et les voitures voyageurs, et qui fournissait également les locomotives, mais également les chefs de gare et les agents de manœuvre pour tous ces trains. La troisième section de chemin de fer de campagne pour le PO, le Paris-Orléans, c'est-à-dire c'est la ligne qui allait de Paris-Orléans à Bordeaux. Pareil pour la quatrième section de chemin de fer de campagne, qui était à ce moment-là les chemins de fer de l'Ouest. Les chemins de fer dans l'Ouest ont déposé la sacoche en 1908, et donc ces actifs ont été repris par les chemins de fer de l'État. Une autre compagnie a pris sous la cinquième le chemin de fer du Nord. Donc c'est Paris-Lille, en gros. La sixième, c'était l'Est. Il faut savoir que l'Est s'arrêtait un petit peu après Nancy et un peu après Vesoul, puisque l'Alsace-Lorraine n'était pas française à cette époque. Nous avons la septième compagnie, qui était la septième section de chemin de fer de campagne, qui était le chemin de fer du Midi. La huitième était équipée avec un ensemble de compagnies, l'Est qui faisait le mouvement, ce qu'on appelle nous l'exploitation, le Nord qui faisait la traction, l'Ouest repris par l'État qui faisait l'entretien de la voie, des bâtiments et des ouvrages d'art. La neuvième était l'État et une dixième section était créée pour les chemins de fer secondaires. Alors, vous avez les chemins de fer principaux de 1 à 9, les chemins de fer secondaires à 10, car il était important de pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelait les tacos à l'époque. Dans chaque section de chemin de fer de campagne, vous aviez différents services. Vous aviez un service central où les agents étaient représentés avec un brassard blanc, la division du mouvement qu'on appelle, nous, exploitation, brassard blanc également, la division de la voie avec un brassard jaune, la division de la traction avec un brassard rouge et le dépôt central. Tous ces gens avaient sur leur brassard des indications qui indiquaient quelle était la section, la subdivision et même le numéro de la gare ou du district dont ils faisaient partie. Ah, ça revient pas bien. Bon. Donc, au niveau central, dans chacun, il y avait une unité centrale. Donc, chaque photo que je vais vous présenter, ce sont des photos originales dont on a les droits. Ce sont des photos qui nous été confiées par des enfants ou des petits-enfants d'officiers ou d'hommes des cadres, des chemins de fer de campagne. C'est des photos qui ont été faites pendant la guerre de 14. C'est donc toutes des photos originales. Alors, un service central, quelques officiers, une trentaine de personnes, suivi par la division du mouvement. Pour vous, ce sont les gens que vous voyez dans les gares. Ce sont les gens qui organisaient les transports, qui réalisaient les transports, qui accueillaient les trains dans les gares et qui faisaient les aiguillages pour la distribution des mouvements. Vous aviez une autre division, la division voie, qui, elle, entretenait la voie, la signalisation, les ouvrages d'art, les bâtiments. Quand je dis entretenait, il pouvait aussi les démolir. Donc, les divisions de la voie, c'était par exemple des grands spécialistes de le matin, je coupe un pont et 2 jours plus tard, je le reconstruis parce que les lignes avaient avancé ou reculé. Et ensuite, une autre division, la division de la traction,
toutes les photos que je vous présente là pour l'instant sont de la région de Bordeaux. Et avec une division de traction qui organisait la traction des trains avec essentiellement des machines à vapeur. À l'époque, il y avait très peu d'électricité. Hein, et donc, et pour l'ensemble de ces organisations, on avait le dépôt central qui regroupait, les éléments d'ouvrage, qui regroupait des dépôts de rails, de traverses, des dépôts de wagons, de matériel ferroviaire à la disposition de chaque division. Cette comité des chemins de fer a été obligé de mettre son nez dans l'organisation des voies. Il y avait donc la voie normale. Là, vous voyez des gens pendant la guerre de 14 en train de poser de la voie. C'est de la voie normale à 1,437. Hein. Il y avait la voie métrique, car on s'est aperçu que les petits chemins de fer tels que les CACO étaient très utilisés, hein, donc à pas négliger. Et un sujet hors sujet, mais essentiel dans la compréhension du sujet, c'est la voie de 60, c'est-à-dire la voie de 60 cm, qui était un principe fait par un colonel qui s'appelait Péchaud et qui avait trouvé que poser de la voie avec deux hommes pour mettre de la voie en ligne, des installations relativement rudimentaires, permettait d'avancer rapidement avec des bogies, comme vous l'indiquez sur ce petit dessin, ou avec deux bogies comme ça, un plateau ou une citerne ou un affût de canon, etc., on pouvait faire circuler n'importe quoi. Ça, c'est le bogie simple. Et pour les très gros chargements, exemple les canons de marine, on utilisait des trocs à 6 essieux pour lesquels, sur la traverse, on posait un tablier pour aller jusqu'à un autre troc et pouvoir tirer ainsi facilement des canons. Et voilà ce que ça donne. Voilà un exemple d'un troc équipé de wagons plateau sur lequel on pouvait transporter des hommes, du personnel. Là, c'est le transport personnel, mais on avait des citernes, des grues, etc. Beaucoup de choses qui étaient faites à ce sujet-là. Ce n'était pas sous le règne des chemins de fer de campagne. C'était essentiellement les régiments d'artillerie à pied, les RAP, qui utilisaient ce matériel dans les fortifications. Matériel de traction, des machines très particulières, avec simple ou double foyer, mais avec deux systèmes de chaudière qui permettaient de tracter le plus discrètement possible les trains, la ligne du front. Étant donné que ces machines, premièrement, laissaient des traces avec leur chaudière, les compartiments de conduite avaient des volets pour qu'on ne puisse pas voir la couleur des foyers. Mais il y avait toujours panache de fumée, ce qui fait que l'artillerie se prenait un malin plaisir de tirer sur les panaches de fumée. Bon, eh ben, on a trouvé une autre solution. Ça, c'est les chemins de fer de campagne, c'est la traction animale. Donc, on allait chercher les blessés, on allait chercher certains éléments directement avec des chevaux. Pour, pour approfondir cette présentation, je vous conseille de vous rapprocher donc du SHD de Vincennes avec les deux notations d'archives où vous pouvez trouver donc des archives, il y en a pour 36 mètres linéaires à peu près, mais d'organisation des chemins de fer. Une fois qu'on a compris comment marchaient les chemins de fer de campagne, je vous propose qu'est-ce qui faisait marcher la machine. Donc, un ministre de la guerre s'est permis d'écrire, à partir de la mobilisation, tout le service des chemins de fer et tout ce qui coopère est affecté à la défense nationale. À partir de ce moment, pas un wagon, pas un objet quelconque faisant partie du matériel des réseaux ne peut être détourné de son objet, distrait de son affectation. Et le plus important, c'est de même, aucun agent ne peut de sa seule volonté quitter son poste et se soustraire au service pour l'exécution auquel il est requis. Un cheminot qui était mobilisé n'était plus cheminot, mais militaire.
Il ne répondait plus à l'organisation des chemins de fer, mais il obéissait à l'organisation des chemins de fer de campagne. La tenue de ces sections de chemin de fer de campagne, sur la photo médiane, vous avez un, un sapeur, puisqu'on les appelle des sapeurs, en tenue de ville, en tenue de combat et en tenue de travail. Sur la photo de gauche, vous avez une équipe d'action qui était au front. C'est des gens qui étaient à Saint-Paul-sur-Terre-Noire. L'autre côté, vous avez une équipe de cheminots avec le pantalon blanc de l'été qui étaient des exploitants. Et vous verrez sur l'un, il a son brassard comme signe distinctif. Où peut-on trouver des informations? Ben, essentiellement déjà sur les registres matricules militaires, puisque c'est sur ces registres matricules militaires que vous allez trouver des informations, des appellations qui attirent toujours l'attention des lecteurs. Pensez à la 5e compagnie du personnel au tableau affecté pour les chemins de fer de campagne. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière, etc. Donc là, une des sources, c'est les registres matricules de militaires. Les problèmes de... Bon, voilà. Eh bien, vous avez aussi la façon d'en retrouver, c'est en compulsant le journal officiel. Donc, depuis 1905, vous avez une liste de nominations et de promotions dans les sélections de chemin de fer de campagne. C'est long et fastidieux à faire. Donc, le service généalogique des cheminots s'efforce de récolter le maximum d'informations qu'on peut trouver dans le journal officiel pour retrouver des traces de nomination ou de promotion dans les sections de chemin de fer de campagne. Comme tout militaire, comme tout militaire, il y a des décorations. Et là, vous avez une remise, toujours au dépôt de Saint-Paul-sur-Ternoise, d'une Légion d'honneur ou des médailles militaires. Et ça, il faut se retrouver, comme pour l'armée, soit sur Léonore, soit encore dans les livrets militaires de chacun, ou encore dans le journal officiel. On a les citations, hein, et les citations donc militaires et les médailles militaires. C'est une remise de médailles militaires à un agent de la 3e section de chemin de fer de campagne, toujours à Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez trouver dans vos familles. Les documents que je vous présente là, ce sont tous des documents familiaux. Pareil. Ah, ça revient trop tard. Voilà. C'est un peu cafouillage, mais on va y arriver. Euh, les mémoriaux du 5e génie. Où peut-on donc retrouver les hommes qui sont morts sous la casquette ou sous le casque des sections de chemin de fer de campagne? Donc, il y a eu un document historique qui a été édité par le 5e régiment du génie concernant la campagne 14-18, mais avec relativement peu d'informations concernant les hommes qui sont morts pour la France. Par contre, nous avons des photos. Ça, c'est une photo dans la plaine près d'Arras d'un sapeur du 5e génie, donc des sections de chemin de fer de campagne. C'est son enterrement. Vous avez en dessous une plaque, une tombe d'un officier donc de la 7e section de chemin de fer de campagne, c'est-à-dire du Midi, et qui est mort à Salonique. Le troisième, c'est une croix, c'est Antoine Roy, qui est au cimetière de Bagneux, dans lequel vous avez des informations pour retrouver. Tout ça est compulsé par le Serge Jules des cheminots, et pour Antoine Roy, vous pouvez trouver sa petite notice sur Mémorial du Jeune Web. Quand on a, ça ce sont les gens qui sont décédés, maintenant, les survivants, ben, les survivants, on les retrouve soit dans les archives directes de chaque compagnie de chemin de fer, ou encore dans les bulletins officiels du ministère de la Guerre pour les emplois réservés. Et là aussi, c'est très, très fastidieux. Mais on trouve. C'est à vous de chercher dans vos familles quelles sont les informations qui vous permettront de vous replier sur des informations. Pour approfondir cette partie humaine,
Eh bien, c'est pareil. Il faut vous rapprocher donc de Vincennes, du SHD de Vincennes, dans les documents du 4e bureau d'état-major de l'armée, section des chemins de fer de campagne, et ce sont des archives qui ont été prises par les Allemands, reprises par les Russes, et c'est ce qu'on appelle les fonds de Moscou, qui viennent de revenir très récemment en France. Cette présentation très brève des chemins de fer de campagne permet d'ouvrir la foire aux questions. Donc, bienvenue aux questions concernant les cheminots qui ont fait partie de ces sections de chemin de fer de campagne. J'attends vos questions. Tout ça, c'est fait par le Cercle généalogique des cheminots et vous pouvez toujours nous écrire à généalogie.cheminot au pluriel @laposte.net. Merci de votre attention. Une question, Henri. Combien 59 secondes. Je n'ai pas arrêté, c'est encore en train d'être enregistré. J'avais une question importante. J'ai vu qu'il y avait un ouvrage qui venait de paraître aux éditions Archives et Culture. Oui. Est-ce qu'il est possible de se le procurer Alors, il a été annoncé sur les réseaux sociaux. J'ai la couverture. Bon, il est annoncé, il est sorti, il devrait être en service, enfin en sortie pour le 15 octobre. Oui. Ou du Cercle généalogique du cheminots, on n'en est pas encore moins pour les commandes, mais c'est un ouvrage que je devais faire depuis plus de 10 ans. Et je n'avais pas trouvé l'occasion de pouvoir sortir cet ouvrage. Avec Marie-Odile Merniac, on s'est arrangé pour trouver une plume pour pouvoir le rédiger. Et en le rédigeant, on a repris un bon nombre d'informations concernant les cheminots au Cercle généalogique des cheminots, mais aussi des travaux de Yann Guilherme, qui a fait beaucoup de travaux en Côte du Nord. Oui, en Côte du Nord. Non, Côte du Nord, sur les chemins de fer des côtes du Nord. Et il a retrouvé des documents très intéressants concernant le personnel. Donc, on peut dire qu'on peut se reporter à d'autres archives départementales pour retrouver le pendant. Est-ce que ces documents sont conservés ou pas? On ne peut pas dire tant qu'on ne les a pas. Pour les côtes du Nord, on en a trouvé. Donc ça, c'est des archives. Mais pour pouvoir lire, par exemple, nous avons édité, nous, ce petit document pour les cheminots pendant la guerre, pour expliciter l'ensemble des problématiques des cheminots en guerre. 39-45, mais également 14-18. Si vous avez besoin de savoir un peu plus sur les cheminots, on a les métiers des cheminots qui explicitent, service par service, la grande partie des grades que vous pouvez rencontrer. Sachant que dans les états civils, on retrouve essentiellement employés de chemin de fer. Ça ne vous arrange pas beaucoup pour rechercher vos documents dans les archives des cheminots.